Olivier, vas-y. Bonjour à tous et merci d'être là. J'espère que tout le monde voit bien la présentation. Je vais essayer de Elle mettre. s'affiche, oui. Elle s'affiche. Voilà, je vais essayer de la mettre en plein écran. Donc oui, l'eau sonnante, ce sont des bornes qui fonctionnent par conduction osseuse, comme a commencé à le présenter Fabien. Comment ça fonctionne? C'est en fait des pastilles qui vont envoyer des vibrations sonores sur lesquelles on va poser les coudes. Et donc, en fait, on va récupérer le son en fait, de son coude. Il va voyager dans l'avant-bras et on va le retrouver ici à la sortie du poignet. Et après, en fait, on va mettre les oreilles, en fait, les mains sur ses oreilles et faire la conduction, en fait, sonore entre la sortie du poignet et l'oreille. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut finalement entendre du son et fabriquer, en fait, un casque avec son propre corps. Donc, c'est un projet qui existe, en fait, depuis 5 ans. Nous, on vient de la région grenobloise. Il a été développé par deux laboratoires du CNRS, le laboratoire PACT et le laboratoire Cresson. En fait, il est né en fait face à un paysage. Le laboratoire PACT et Cresson, ce sont deux laboratoires qui travaillent dans les sciences sociales et qui réfléchissent beaucoup en fait à la notion de paysage, de rapport entre l'homme et l'environnement et sur le son aussi. Et donc, du coup, en fait, ils voulaient augmenter un petit peu ce paysage, notamment par de la musique. Comme ils étaient dans un espace sensible, ils ne voulaient pas non plus diffuser du son comme ça, avec des haut-parleurs, on va dire, classiques. Et donc, ils sont partis un petit peu sur cette piste de conduction osseuse. Et il y a eu aussi toute une réflexion, en fait, sur la position, l'ergonomie. Et finalement, le concept en fait, de fabriquer en fait, un casque avec son propre corps et donc d'avoir une écoute en, fait, en utilisant son corps. Alors, quel est l'intérêt? C'est d'abord en fait finalement l'expérience déjà sonore, qui est une expérience très immersive, parce que finalement, on va en fait avoir le son qui traverse en fait son corps en fait, et ses bras, et on va se retrouver finalement très immergé dans du son. Et on a aussi en fait un rapport assez différent avec le sonore, parce que le son vient de notre corps, il vient de nous-mêmes, il ne vient pas de l'extérieur. On n'a pas un son qui vient de dehors. On le reçoit en fait d'une façon assez différente. Et puis, il y a aussi en fait cette position qui va finalement faire qu'on va marquer un temps d'arrêt à un moment et on va rentrer finalement dans une sorte de contemplation ou de méditation dans finalement une visite ou un parcours touristique ou marquer une pause en fait à un moment dans un espace public. Et donc, c'est cette notion-là aussi qui a beaucoup en fait intéressé le CNRS dans cette expérimentation, qui a voulu ensuite en fait le développer au sein de ces deux laboratoires, PACT et Cresson. Alors, il y a d'autres avantages aussi. C'est que dans des lieux bruyants, du coup, en fait, on va se boucher les oreilles et s'isoler, créer une petite bulle autour de soi finalement, et donc se couper un petit peu en fait de l'espace autour pour en fait vivre une petite expérience sonore ou avoir du contenu ou écouter quelque chose de différent. Et l'autre avantage aussi, c'est que en fait, ça fait comme une sorte de bulle sonore et si on est à côté, on ne va pas l'entendre en fait. C'est-à-dire que le son, en fait, on le reçoit dans son corps, mais il se diffuse très peu en aérien et selon les conditions, on va pas l'entendre, quoi. Voilà. Et le troisième avantage aussi, c'est l'accès. C'est-à-dire qu'en fait, c'est finalement une façon en fait, assez différente. Nous, on prend un petit peu le contrepoint de la mobilité des écrans du smartphone. Ce n'est pas qu'on est contre, hein, c'est qu'on se positionne un petit peu, c'est une proposition différente en tout cas. Et donc, du coup, on va pouvoir proposer des bornes sur lesquelles finalement c'est assez simple en fait de se poser et d'avoir cette expérience sans forcément avoir un équipement, des choses à télécharger, des choses à scanner, et sans forcément être dans son téléphone. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est aussi beaucoup sollicité par les smartphones
Et donc là, vraiment dans une perspective de pause, en fait, de moment, on va dire, de contemplation, on trouvait ça aussi intéressant on trouve ça intéressant d'avoir une proposition où on est un petit peu différente de ça, en tout cas, quoi. Donc, voici les chercheurs qui ont travaillé en fait sur ce projet d'écoute et ce concept d'écoute par le corps. On a eu 2 prix, un prix au Salon des Maires en 2018 et un prix au CITEM, qui est le Salon international des musées, en 2020. Donc, le laboratoire PAC, c'est un laboratoire qui est spécialisé en géographie. Le laboratoire Cresson, c'est un laboratoire qui étudie beaucoup les espaces sonores. Et ensuite, en fait, au bout d'un temps de recherche, le CNRS a souhaité en fait valoriser en fait cette innovation. Et donc, le projet est passé par un incubateur pour créer une start-up à la suite de ce temps de recherche. Et donc, c'est là où moi et Fabien, on est arrivés tous les deux pour en fait prendre en charge le projet entrepreneurial. Donc, c'est aussi un incubateur qui nous a soutenus dans la construction de ce projet entrepreneurial et qui est aussi partie prenante de la start-up aujourd'hui. Donc, en fait, vous pouvez voir aussi sur l'image les premiers prototypes qui ont été réalisés par le laboratoire. Et nous, durant en fait, ce temps en fait, d'incubation, on a travaillé avec Fabien pour en fait revoir un petit peu, on va dire, le concept et mieux l'adapter aussi aux contraintes des lieux publics ou des acteurs touristiques. Et donc là, je vais laisser la parole à Fabien qui va vous expliquer à quoi ressemble Sonante aujourd'hui. Voilà, donc effectivement, après cette belle partie sur le concept, moi, je vais plutôt parler des déclinaisons en termes de produits et de besoins du marché. Parce qu'effectivement, le CNRS nous a livré une preuve de concept qui n'était pas commercialisable, qui ne répondait pas à un besoin. C'était simplement la preuve que cette innovation pouvait marcher. Mais depuis, on a fait quand même un énorme travail sur plusieurs aspects. Le premier des aspects, c'était de faire en sorte que la qualité sonore soit meilleure, soit perfectionnée. Donc, on s'est fait accompagner pour cela d'un acousticien. Et l'autre aspect, c'était aussi de réduire la technologie, de la dissocier de son meuble. Et c'est pour ça que maintenant, on propose ce boîtier que vous voyez à l'écran qui, en fait, lui, est totalement autonome et indépendant. Donc, on s'est aussi fait accompagner par un designer ergonomique et par un ingénieur en électronique pour travailler sur tous ces aspects en même temps. Donc, ce petit boîtier, c'est maintenant notre produit, on va dire, phare. C'est celui qu'on propose à nos prospects et à nos clients. Il fait 3 kg, 43 cm, et il peut s'intégrer dans un meuble, effectivement, mais aussi dans n'importe quel type de matériau, que ce soit du bois, du plastique, du marbre, de la pierre, et ça laisse justement à nos clients les plus imaginatifs, bien représentés aujourd'hui par Margot, l'opportunité et l'occasion de réfléchir et de s'adapter, et d'adapter le produit surtout à un lieu et à un site pour en sortir le maximum finalement de son potentiel. On fabrique tout en France, donc on fabrique avec du coriandre, de l'acier, de l'alu, tout type de matériaux, mais en tout cas c'est français, à part évidemment les composantes électroniques qu'on ne peut pas trouver en France. On a voulu que le pilotage de l'appareil soit à son image, c'est-à-dire le plus simple possible et le plus épuré. Donc en fait, c'est les coudes qui sont apposés qui vont déclencher la lecture de la piste à l'intérieur. Et quand on lève les coudes, ça fait une petite pause. Alors ça, c'est parce qu'en observation, à l'usage, on s'est aperçu que les gens faisaient beaucoup de ça. Ils disent « Oh, mais c'est marrant » ou alors faisaient une exclamation et levaient les coudes à ce moment-là. Donc pour ne pas recommencer la piste à chaque fois au départ, on laisse un petit temps de 10 à 15 secondes qui permet de reprendre la lecture où on l'avait laissée. Sauf évidemment, si on dépasse ce temps, on revient au début de la piste. On peut mettre plusieurs pistes ou on peut mettre une seule piste. Ça dépend de vous, ça dépend des besoins. Et il faut le brancher sur l'alimentation. Voilà, ça c'est une des contraintes pour l'extérieur, sachant qu'on travaille sur un produit qui sera autonome en énergie, mais qui n'est pas encore proposé actuellement. Alors ça, c'est en fait la partie qui va plus vous intéresser, c'est qu'est-ce qu'on met finalement à l'intérieur selon le site. Et c'est très important de penser ça en termes de dispositif
mais qui doit s'intégrer dans un site et avec un contenu. Donc, il y a trois sujets vraiment à réfléchir. Et c'est ces trois sujets ensemble qui vont faire que l'expérience sera la meilleure. Donc, c'est là où on collabore beaucoup avec nos clients, on discute, on les accompagne tout au long de leur projet. On ne fait pas que vendre finalement un matériel et puis débrouillez-vous avec. On les accompagne vraiment en essayant de travailler le contenu, de l'adapter, éventuellement de conseiller aussi ou de proposer même un contenu qu'on pourrait produire ou créer nous-mêmes, de façon à ce que l'expérience pour l'utilisateur, parce que c'est ça qui compte à la fin, soit la meilleure possible. À titre d'exemple, là, c'est le Muséum de Toulouse avec son éléphant dans le hall d'entrée, où il y avait comment ça s'appelle, un petit cartel qui expliquait en fait, de façon très didactique la date de naissance de l'éléphant, l'espèce de l'éléphant, enfin plein de sujets intéressants par ailleurs, mais en tout cas très didactique et très détaillé. Et on s'est aperçu que finalement, si on utilise la conduction osseuse comme ça, on n'a pas forcément envie à ce moment-là, puisque c'est quelque chose de nouveau, d'écouter ce genre d'informations-là. Donc, on a proposé au Muséum de Toulouse une piste qui racontait l'histoire de cet éléphant, Ponch, en musique, enfin en tout cas en bruitage, en habillage. C'est-à-dire qu'on entend cet éléphant avec ses congénères dans la savane sauvage, avec ses barrissements, puis ensuite il va être capturé, donc sa tentative de fuite, le galop, quand il est capturé, sa peur avec ses battements de cœur, puis son voyage, retour plutôt aller pour lui, en Europe, où il va travailler en France dans un cirque, donc la petite musique de cirque, la fameuse, les coups de fouet de son dompteur, etc. Et en jouant comme ça sur l'émotion et en proposant ce contenu adapté, les gens sont ensuite allés vers le cartel et ils ont effectivement lu ce cartel qui était par ailleurs ignoré la plupart du temps. Donc, il faut voir ça aussi comme un levier de l'émotionnel vers la compréhension qui peut être intéressant dans certains cas. Donc, oui, on encourage à la créativité. Voilà quelques clients, ce sont nos premiers clients. Donc, le vaisseau est bien présent ici. Je vais vous donner quelques exemples en fait, de possibilités ou de clients, comment ils l'utilisent avant de laisser la parole à Margot pour lui laisser le temps aussi à elle de raconter son expérience avec l'eau sonnante. Là, en fait, j'ai un peu triché parce que j'avais la liste des invités, donc je savais dans quel domaine vous travailliez. Mais à titre d'exemple, je vois qu'il y a un château, donc le château de Hollandsbourg. On travaille beaucoup, on discute beaucoup avec les châteaux parce qu'ils sont très intéressés par la partie soit parvis, soit jardin, donc soit en entrée, soit en digestif, plutôt qu'à l'intérieur, pour proposer aux gens qui ont fait une fois la visite intérieure du château, souvent avec un audio guide, avec un temps délimité, du style 45 minutes ou 1 heure, bah, l'occasion d'avoir une médiation à l'extérieur. Donc ça, c'est très intéressant. Enfin, les châteaux aiment beaucoup ça, notamment pour leur jardin. On aime bien aussi faire des sons qu'on n'entend pas forcément à l'oreille. C'est-à-dire qu'on découvre quelque chose, on dévoile quelque chose de l'inconnu. Par exemple, dans une souche d'arbre, on peut incorporer un boîtier l'eau sonnante et entendre tout le fourmillement de tous les petits insectes qui grouillent à l'intérieur de la souche d'arbre. Donc là, on passe à l'infiniment petit, on peut passer à l'infiniment grand également, avec le son que font les baleines, par exemple, à la Cité de l'Océan de Biarritz, quand le son se propage finalement dans l'eau, dans l'océan. Une chose intéressante, puisque je vois qu'il y a un vignoble, c'est de la mettre sur une barrique de vin et de faire entendre le bruit du vin quand il fermente. C'est par exemple un son que personne ne connaît. Et ça, c'est tout à fait possible en faisant un petit travail évidemment de menuiserie pour accueillir le boîtier au-dessus de la barrique. Les rambardes de pont sur une rivière, un sentier à thème, ça peut être aussi sympa. Le bruit de la faune dans une zone ou dans une réserve un peu sauvage. Des chants liturgiques dans des monastères. On travaille avec le Grand Évêché à Grenoble qui va proposer une exposition sur les Chartreux. Et on va pouvoir entendre les chants liturgiques des Chartreux, des moines chartreux. Et tout ce qui est un peu cathédrale, son très creux, très profond, ça marche très bien également. Alors voilà quelques exemples avec nos clients. Le Géoparc du Chablais, par exemple, c'est en extérieur. Et eux, ils ont travaillé sur un rocher dans un site géologique où ça permet en fait au rocher de donner l'illusion que le rocher parle. Donc le rocher explique pourquoi il a des fossiles sous-marins alors qu'il se retrouve dans la montagne. Donc toute l'histoire de l'océan alpin.
Après, il y a des évidences, comme le Berlioz, ben, c'est Berlioz. Musée Champollion, c'est la musique égyptienne. Mais on peut travailler soit sur des productions sonores très sophistiquées, ou alors soit sur, évidemment, ben, l'évidence, quoi. Peut-être que c'est le bon moment, je ne sais pas, Diana, si je prends ta prérogative en disant ça, mais que Marco s'exprime. Oui, on peut passer la parole à Margot pour l'aspect voilà, appropriation d'un site pour ce type d'outils de médiation. Vous avez bien compris que Olivier et Fabien proposent le boîtier, mais aussi peuvent vous accompagner sur la création sonore, en fait, hein, qui peut être transmise par l'outil boîtier au sonante, quoi, l'eau sonante. Margot, si Ouais. vous voulez prendre la parole. Ouais. Alors, nous, on travaillait, pour un petit peu de contexte, au vaisseau, on est en train de renouveler toutes les expositions permanentes au fur et à mesure jusqu'à 2025 pour fêter nos 20 ans en grande pompe. Et ça a commencé cet automne avec le renouvellement de 3 espaces. Il y a 2 espaces où on a refait la scénographie, mais on n'a pas changé les manips. Un espace où on a déplacé l'expo et on a refait la scénographie. Il y a la caverne qui arrivait, qui est une conception en interne d'une expo. La caverne, c'est un lieu dans lequel on découvre les principes lumineux et colorés de la lumière. Voilà. Les couleurs de la lumière en peinture et en lumière ne sont pas du tout les mêmes. Et là, on se promène pour jouer avec les couleurs, les mélanger, etc. Au vaisseau, on essaye de faire en sorte que de plus en plus, les expos soient vraiment dans des univers, donc la forêt, la caverne, l'oasis, et que le visiteur soit complètement immergé dans un lieu. C'est hyper important pour nous, surtout qu'on est donc avec un public enfant, je le rappelle. On a des visiteurs, notre cible de visiteurs, c'est entre 3 et 12 ans, avec les adultes qui les accompagnent, mais voilà, ils viennent avec les scolaires, enfin avec l'école ou le collège, ils viennent avec les familles. Voilà. Mais on veut renforcer cette immersion et le côté d'être dans une narration. Dans la caverne, il se trouve qu'il y a une chamane, qui est un personnage qu'on voit apparaître ou dont on voit des traces dans la forêt, mais qui prend vie et forme dans la caverne. Elle est sujette d'un élément de l'exposition, en fait, de 2 éléments du coup. Le premier élément, c'est des cristaux qu'on a devant nous. Et quand on place le cristal sur un socle, la couleur qui illumine la chamane change. Je vais pouvoir vous montrer des petites photos. Ça, c'est la caverne. Alors, elle n'était pas finie, parce qu'on a eu des soucis de chantier. Donc, ça, c'est la caverne version 1. La V2 est sortie la semaine dernière. Donc, voilà, il y a du bois en plus, etc. Mais donc, vous voyez au fond la chamane dans son antre. Voilà. Et je vais vous montrer la deuxième. Hop. Voilà. En fait, on le voit avec la personne qui est devant. Quand elle place le cristal sur la station illuminée, la couleur de la chamane va changer. Il y a un cristal par couleur, donc cyan, magenta, jaune, rouge, vert, bleu. Voilà. Et en fait, en fonction de la couleur qui est sur la chamane, son aspect change. Il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit plus. Voilà. Son costume est très coloré, son visage aussi. Voilà. Et ça nous semblait important que cette chamane, à un moment, elle prenne déjà qu'elle prenne corps, qu'elle prenne voix. Et quand on a trouvé, enfin c'est mon collègue, moi j'ai aucun mérite, mais c'est mon collègue Bruno Bechler qui a découvert l'Ossonance, on s'est dit que ça pouvait être vraiment l'occasion de tester à la fois un système innovant d'écoute par conduction osseuse, de petites bulles, du fait de se recentrer un peu sur soi, mais en plus de pouvoir faire parler cette chamane qui est dans un entre-deux, quoi. On est un peu sur des choses magiques, mais aussi sur des choses très scientifiques. Donc, voilà. Et donc, on a travaillé avec l'Ossonante pour pouvoir écrire le texte. Donc, c'est nous qui avons écrit le texte en discussion avec l'Ossonante sur ce qui serait bien de faire apparaître, sur la traduction sonore, etc. Ils nous ont apporté leur aide sur les côtés bruitage, en nous proposant un scénario. Et après, c'est eux qui se sont chargés de l'enregistrement, du montage et de l'envoi. Et après, nous, on l'a installé de manière assez facile
puisqu'ils sont très doués en tuto d'installation pour qu'on puisse le faire tout seul. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le son commence par beaucoup de bruitage et on a un public d'enfants et par définition, un enfant, c'est très peu patient. Donc, ça rebute un peu. Enfin, ça fait que les gens ne restent pas. Donc, on est en train de travailler une deuxième version avec le sonante justement pour raccourcir le début, les parties bruitage, pour passer tout de suite à quelque chose d'assez percutant. Et en fait, la chamane demande si on l'entend, qui permet de se placer correctement. Et voilà, comme vous le voyez sur la photo, le cartel, il était sur le côté, on l'a déplacé directement sous les yeux des visiteurs, parce qu'on voit aussi que la prise en main n'est pas toujours évidente, selon comment le coude est un peu bien mis ou pas, selon aussi, c'est hyper important, en fait, la position de la main, qu'on soit vraiment os sur os pour pouvoir entendre correctement. Donc voilà, ça demande un petit peu de médiation, mais une fois que la médiation est faite, on voit bien que ça marche. On l'avait testé aussi avec des sons qui existaient déjà dans le hall, donc pas en situation, mais pour pouvoir voir les positions, les postures aussi. Donc voilà, c'est encore en cours d'évaluation, d'observation avec les publics, et je pense que les nouvelles versions vont pouvoir bouger aussi. Et nous, on pensait que ce serait un espace calme, la caverne, en fait, ça l'est pas du tout. Donc on doit augmenter beaucoup le son, voilà, pour que les visiteurs l'entendent vraiment bien. Voilà pour la partie retour vaisseau. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un souhaite poser des questions à Margot sur comment, pourquoi, combien? Oui, oui, j'ai une petite question par rapport à ça, par rapport à notamment toutes les estimations financières. Combien ça coûte, grosso modo? Je vais laisser Fabien répondre parce que moi, je n'ai pas le chiffre en tête. Ça tombe bien, je l'ai. Donc, le boîtier Sol coûte 3 180 €. Après, les sons, on les intègre, nous, dans le boîtier. Ça ne fait pas l'office, en fait, d'une tarification supplémentaire. Puisque, évidemment, le boîtier est vendu avec des sons. Il faut que les sons soient filtrés. Donc, il y a un travail de filtrage que Olivier effectue afin que les sons puissent être audibles et intelligibles à l'écoute par conduction osseuse, puisque si on reprend l'exemple d'entendre sa propre voix, on voit qu'il y a une déformation des sons quand les sons passent dans les os. Donc, nous, en fait, on filtre à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une mesure à la sortie qui nous permet finalement de revenir à... excusez-moi, j'ai un petit problème avec mes oreillettes. De revenir par des filtres à une écoute habituelle par l'air, finalement. Donc ça, c'est intégré dans les 3 180 € hors taxe. Après, on peut aussi faire de la production sonore sur mesure avec, cette fois-ci, un devis, parce que là, il s'agit d'un vrai travail de production, et pas simplement de l'intégration des sons. D'accord. Et j'ai vu aussi que vous aviez à un moment donné sur un des boîtiers FR, ça c'est par rapport à la langue française, donc en fait on peut intégrer différentes langues par rapport à un site de visite. Oui, au vaisseau, on a 3 langues. D'accord. Voilà, et les gens, c'est des flèches. Oui. D'accord. Oui, quelqu'un voulait prendre la parole? Je ne sais pas s'il est possible de poser une question directement à Fabien, parce que finalement, ma question porte plus sur... en fait, tu as parlé, Fabien, du Hollandsbourg, je crois, du fait que les châteaux s'y intéressaient. C'est bien ça? C'est bien ce site-là qui, Oui, le Hollandsbourg était inscrit, mais je vois qu'elle ne s'est pas connectée. Ça a un intérêt dans la mesure où le fonctionnement même de l'eau sonnante peut intéresser des sites qui n'ont pas comment dire, des facilités à avoir de la 4G et du Wi-Fi, on va être clair, puisque c'est un outil qui fonctionne avec de l'électricité. Hein, ça, il faut le savoir. Alors, Fabien, Olivier, vous me reprenez, mais voilà, il n'y a pas besoin de connexion web pour le fonctionnement. Non. Donc, voilà. Donc non, il n'y a pas besoin de connexion web. En fait, c'est le boîtier, il émet lui-même un petit réseau Wi-Fi, mais qui n'est pas du tout connecté à Internet. En fait, c'est vraiment juste un réseau qui permet en fait d'échanger avec le boîtier et de pouvoir charger les sons, régler le son, le niveau sonore ou des choses comme ça.
Donc, il n'y a pas du tout de besoin d'avoir un accès au réseau, quoi. C'est vraiment juste un protocole d'échange, on va dire. Et ça permet d'avoir, parce que là, par exemple, vous avez vu, pour les images, les photos sur le vaisseau, c'est inséré dans un meuble. Donc, ça permet de pouvoir communiquer aussi avec le boîtier sans avoir à l'enlever ou autre, quoi. Ouais, donc, on peut changer les sons comme ça. Pardon. Du coup, on est quand même la seule contrainte, si je peux dire, c'est que on ait une alimentation électrique à proximité, quand même. Oui, pour l'instant, oui. Ça, c'est une contrainte. Oui, il faut avoir une alimentation électrique. C'est du 220 volts à la terre, avec la terre aussi. Et les tableaux électriques, ils doivent être placés dans un rayon. Vous avez une idée de la distance maximale? Parce qu'en fait, je vous pose la question parce qu'on est globalement, nous, sur des sites, les châteaux, sur des sites forestiers. Et finalement, ils n'ont pas tous. Enfin, il y en a quelques-uns, finalement, quelques-uns qui ont des sites importants qui ont un tableau d'alimentation électrique, mais après, il faut que le rayon soit. Enfin, j'imagine qu'il y a un rayon maximal, une distance maximale dans laquelle la borne doit être installée ou pas? Non, pas à ma connaissance. Bon, après, c'est une question de longueur de fil, quoi. Nous, on a à peu près 3 mètres à la sortie du meuble, mais bon, on peut aussi mettre une rallonge. Enfin, je ne sais pas, après, il faut voir comment ça peut s'installer. Ah ouais, c'est 3 mètres. Ok, non, mais ça a l'air de rien, mais c'est des détails. L'autre point les autres points sur lesquels je m'interroge, c'est sur l'autorisation qu'on peut avoir. Encore une fois, parce que nos sites sont situés majoritairement en milieu forestier, les autorisations notamment de l'ONF ou des ABF, quand on est sur l'emprise des sites, c'est plutôt l'ABF ou de la DRAC. Est-ce que vous avez déjà eu des cas, vous, d'installation dans des zones comme ça, ou comment ça se passe avec les… On a eu une installation là devant le château de Bonaguil. Alors, on est vraiment à nos débuts, hein, comme l'a noté Margot. On est encore dans l'expérimentation de plein de choses. Mais là, on a une installation prévue devant le château de Bonaguil, qui est un monument historique dans le Lot. A priori, ça n'a pas posé de problème, mais c'est rentré dans le cadre d'un réaménagement global du site. Voilà. Donc, je pense qu'après, chaque cas est différent. Enfin, c'est à voir. Je ne peux pas, moi, présumer de ce que va dire… Oui, de la possibilité ou pas, mais en tout cas, vous l'avez déjà fait avec des monuments historiques. Oui. Et enfin, la dernière question, et après, je vous redonne la parole, mais je profite tant que j'y pense. J'ai une interrogation, finalement, sur… le type d'expérience qu'on propose. Alors, je trouve que c'est très intéressant parce qu'effectivement, Dana l'a rappelé, il y a très peu de réseaux web dans les sites. Donc, ça pose des problèmes de médiation en autonomie, clairement, cette absence de réseau. En revanche, la question que je me pose, c'est finalement, nous, l'objectif, quand on emmène les gens dans les châteaux, c'est aussi ça coupe chez vous aussi. Une immersion dans un environnement. Oui. Guillaume, on ne t'entend pas très bien. Qui objectivement, c'est le contraire quelque part du vaisseau ou d'environnement où vous avez le monde. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens… Guillaume, on ne t'entend pas très bien parce qu'en fait, il y a un mot sur deux qui est coupé. S'immergent dans un environnement qui est plutôt sauvage, naturel, et profitent des sons et de cette atmosphère unique. Alors, du coup, je me questionne sur la pertinence de faire ça. Vous voyez ? Il n'entend pas non plus. Hein. Il t'entend pas non plus. Ce geste-là, je pense. Comme si on se coupait de la nature. Guillaume, on ne t'entend pas. Vous avez entendu ou pas? Pas du tout. Vous voyez l'interrogation que j'ai Merci. On cherche à ce que les gens… Vous m'avez entendu ou pas, du coup? Non, mais moitié. On t'a entendu à moitié, mais du coup, je vois à peu près ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, vous proposez en fait, d'arriver dans un lieu et finalement, ça va couper en fait, du lieu le fait de poser cette expérience sonore à un moment donné. C'est ça, votre interrogation? Je dois avoir un problème. Oui. Est-ce que je peux vous proposer une expérience user pour répondre à cette question? Parce que moi, je l'ai testé, le Sonante au vaisseau. Et j'y étais avec mes enfants. Ça vous intéresse? Quand on a cette position, en fait, avec les mains comme ça, effectivement, on fait une petite bulle, un petit cocon. Par contre, on reste dans le lieu. On est juste sur une perception du lieu qui est différente.
on perçoit le lieu différemment, on est attentif à des détails, on fait attention à ce qu'on voit, en fait. Bizarrement, le cocon sonore met en valeur la vue. Enfin, moi c'est ce qui m'a frappé. Donc, je ne trouve pas que ça, enfin, dans mon expérience et avec celle de mes enfants, ça ne nous a absolument pas coupé du lieu. J'ai beaucoup aimé, alors je le place là, même si ça ne répond pas à la question. Il y a eu ce geste aussi avec les enfants qui essayaient de me passer le son avec leurs mains. Je trouvais qu'il y avait de jolis moments d'échange en fait, et d'interaction qui étaient liés à l'outil même. Parce que oui, on est replié sur soi comme ça, puis on refait face au monde, on regarde quand même quelque chose, et puis il y a maman qui est là, et puis on devient un objet d'extension du son, et on veut lui passer le son avec les mains. Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec un smartphone ou avec juste un audio guide, quoi. C'est pas le même rapport. Voilà. Oui, c'est une expérience différente et finalement, ça peut se compléter avec autre chose. Je pense que proposer ça n'empêche pas de se couper non plus à d'autres moments. Faut voir ça aussi finalement dans une expérience globale d'un site. Et on ne va pas faire que l'eau sonnante. Dans ce site-là, on va aussi profiter de la nature si c'est en forêt, etc. Juste à un moment donné, proposer voilà, une vision différente, une façon différente de voir les choses. Mais je pense que Guillaume Massiel, je ne suis pas sûr qu'il ait entendu votre réponse. Je crois qu'il n'entend plus rien. Mais voilà. Je me chargerai de... Oui, voilà, il regardera. J'avais une question. À un moment donné, vous parliez d'un outil qui était en phase de recherche autonome. Il s'agit de quoi en fait? Vous serez alimenté par des batteries solaires? Parce que je pense notamment à l'intégration de ce dispositif dans les espaces naturels. Alors, pour être honnête, on n'a pas encore, enfin, on est vraiment encore, pour l'instant, là, on est sur une version 2 du boîtier qui sera branché, qui ne sera pas encore autonomie. L'autonomie, on ne l'a pas complètement commencé, mais on y pense fortement. On ne sait pas encore exactement comment fonctionner. Enfin, vers quoi on pense faire, c'est proposer les deux, c'est-à-dire soit un changement de batterie, soit que la batterie puisse se recharger sur un panneau solaire qui serait peut-être autonome, enfin en tout cas pas attaché à la borne, parce que ça imposerait un placement de la borne en fait, et ça peut être compliqué. Voilà, on en est là. Enfin, okay. En fait, on s'est aperçu parce que il y a de grosses questions par rapport à ça. Chaque site a un peu son propre fonctionnement aussi. Il y en a pour qui changer les batteries, ce sera plus intéressant. Il y en a pour qui vont vouloir avoir des choses vraiment complètement en autonomie, hein, enfin, d'après ce qu'on a pu, enfin, en discutant aussi, parce que là-dessus, l'important, c'est aussi de voir, vous, les usages, qu'est-ce que vous voudriez avoir. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas comment, par exemple, vous imagineriez que ça fonctionne. Je serais intéressé de le savoir. Quand j'ai dit espace naturel, c'est Ouais. entendre le bruit des oiseaux, justement, comme le dit, hein, c'est créer une petite bulle, se recueillir et puis entendre le bruit de la nature. Hein. C'était une idée que... Voilà. Mais vous voudriez que ça se recharge par un panneau solaire, par exemple? Honnêtement, je n'ai aucune idée. C'est pour ça que j'avais posé la question. Mais effectivement, j'avais pensé au rechargement solaire par panneau solaire, mais je n'avais aucune idée préconçue. La solution vers laquelle qu'on imagine pour l'instant, c'est en fait d'avoir une batterie et d'avoir en plus en fait un panneau solaire, enfin d'avoir deux briques en fait. Voilà. Et soit c'est une brique batterie et du coup on recharge la batterie, soit en fait la batterie se recharge sur un panneau solaire parce que ça dépend aussi des sites et de l'ensoleillement global et des possibilités. Donc la solution solaire ne pourra pas répondre à tous les besoins, ça c'est sûr. Voilà. Mais là, pour l'instant, on est en train de travailler justement aussi avec l'expérience avec le vaisseau, à avoir en fait un boîtier, parce qu'il y a beaucoup de bruit au vaisseau, qui permet d'avoir un meilleur son encore et aussi plus fort. Voilà. D'accord. Est-ce que d'autres personnes avaient des questions? Est-ce que vous avez peut-être des mises en situation?
des endroits où vous verriez bien ça chez vous. Moi, je suis allée le tester au vaisseau et c'est vrai que j'ai eu quelques images en tête. Je ne vous le cache pas. Je me disais, tiens, ce serait vachement bien que ce soit devant le retable d'Issenheim ou pour s'immerger dans certains sites culturels. J'ai vu aussi à quel point les enfants étaient à l'écoute pendant ce moment. Ils se mettent un peu sur pause et du coup, j'ai l'impression qu'ils entendent mieux certains messages. D'habitude, ils sont plutôt en train de courir à droite et à gauche et ils traversent les sites plus que ne les visitent. Voilà, donc sur les aspects de mémoire notamment, je trouve qu'il y a quelque chose de vertueux. Je ne sais pas si l'un de vous verrait bien ça, une mise en situation qu'il traverse, sachant que ça n'engage à rien, hein, on peut juste en discuter là, hein, c'est pas... Alors moi, ça m'intéresse. Même doublement, puisqu'on est sur plusieurs... alors, je vais peut-être présenter quand même qui on est. Donc, les PEP Alsace, on est une association en fait, régionale qui a plusieurs secteurs d'activité, qui travaille sur le médico-social, sur le loisir, hein, sur tout ce qui est classe de découverte, séjour de vacances, tourisme social et solidaire, hein, et sur l'inclusion principalement. Donc évidemment que ça résonne en moi, toutes ces choses-là, puisque ça peut répondre à plein de nos filières. Nous avons créé depuis janvier un pôle mission innovation et qui travaille sur plein de projets divers et variés sur la stratégie des 5 à 10 ans à venir. Et dont 2 gros projets, qui est un projet qui s'appellera la PEP mobile et qui est faire venir les classes de découverte à l'intérieur des écoles. Et donc là-dedans, il y aura déjà tout ce qui est, on travaille déjà en partenariat donc avec d'autres startups pour cette PEP mobile, sur tout ce qui est en fait réalité virtuelle et tout ça. Et je me disais, tiens, il y a peut-être quelque chose aussi à associer là-dessus sur justement l'environnement et les bruits de l'environnement, puisqu'on travaille principalement sur la découverte de l'environnement. Donc, ça, c'est prêt pour la PEP mobile. Après, on a travaillé sur un sentier sensoriel. Donc là, j'attends l'autonomie pour cette partie-là. Et on travaille aussi sur le slow tourisme. Et donc là aussi, je me dis sur tout ce qui est sylvothérapie, le bruit dans les arbres, enfin tout ça, il y a peut-être aussi quelque chose à amplifier. Donc ça résonne énormément moi. Pour le moment, je vais le digérer et continuer, puisque là, je le fais là à la spontanée et à la volée. Mais en tout cas, je prendrai très certainement contact avec vous pour voir comment justement un peu l'impliquer, l'intégrer dans des futurs projets, quoi. En tout cas, une très belle découverte. Merci. Merci Sandra, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Et n'hésitez pas à aller tester au vaisseau, hein, puisque là, vous avez l'opportunité de le tester. Le mieux, c'est d'y aller, quoi, parce que, en plus, dans le genre, site bruyant, pardon, hein, mais je pense que ouais, on est vraiment dans ce contexte-là de voir ce que ce genre d'outil peut apporter dans ce cas de figure-là. Parce que ce n'est pas bruyant, c'est vraiment très, très bruyant, en fait, hein, la caverne. Mais ça vous permettra déjà peut-être de voir et d'entendre surtout dans cette position cet outil. Est-ce que l'un de vous souhaitait partager encore quelque chose sur comment il verrait bien cet outil, chez lui ou ailleurs, hein. Pour qu'il faut pas oublier que même, je trouve, dans le non bruyant, je pense qu'il peut être intéressant parce que dans le non bruyant, il y a plein de choses à découvrir aussi derrière. Et je pense qu'il ne faut pas que l'associer au milieu bruyant. En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu que comme ça, quoi. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'ai mal interprété l'outil, mais je pense justement, il a cette force peut-être à faire découvrir d'autres sons qui existent aussi dans la nature et ainsi de suite, et qu'on n'entend pas toujours, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est en fait là-dessus que Fabien tout à l'heure a insisté, parce que en fait, il faut vraiment prendre ça juste comme un dispositif nouveau sonore avec une nouvelle façon d'écouter, donc qui peut être intéressant dans plein en fait de situations et
Et en fait, c'est vraiment aussi, tout dépend de ce qu'on fait écouter, tout dépend dans quel contexte. Et c'est vraiment l'association des trois qui va faire qu'on arrive à quelque chose d'intéressant et de pertinent. Et donc, il faut vraiment penser ça comme un dispositif à un lieu, parce que c'est vraiment une pause à un endroit. Et qu'est-ce qu'on va faire écouter à cet endroit-là et par ce biais-là. Et c'est l'ensemble de ces trois choses qui va faire que du coup, on a quelque chose de fort et d'émotionnel. Parce qu'en fait, c'est un dispositif qui parle vraiment au côté sensible, finalement, chez chacun de nous. Et du coup, qui est très émotionnel. Et d'ailleurs, il y a un côté aussi très relaxant. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses, en fait, différentes, parce que vous avez parlé du bruit dans les arbres ou de cet aspect aussi un peu soutourisme où finalement, voilà, on se déconnecte aussi un peu. Et c'est vrai qu'on a aussi besoin de se déconnecter des fois, enfin de plus en plus aussi, parce qu'on est hyper sollicité tout le temps. Et c'est vrai que c'est un temps de pause, un moment vraiment où on va se concentrer sur quelque chose. Et au niveau des enfants, c'est vrai que c'est de plus en plus indispensable parce qu'il y a une telle sollicitation. Ça marche bien aussi auprès des ados parce qu'il y a ce côté bulle et finalement, ils aiment bien aussi, ça leur parle beaucoup, quoi, ce côté repli sur soi. Voilà. Et ils enlèvent leurs écouteurs, du coup, pour mater. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et je trouve ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un outil, en fait, finalement, qui est quand même du connecté, mais du connecté naturel, quoi. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Bah, c'est pas connecté, mais c'est du numérique, en tout cas, Oui, ça, c'est voilà. ça, mais dans Et ce c'est vrai qu'on sens-là. on a beaucoup travaillé sur l'interface, comme Fabien le disait, justement, ce que ça paraisse fluide et qu'on utilise son corps vraiment. Et par exemple, il y avait les boutons suivant précédent. Et finalement, on peut même faire suivant précédent avec les coudes. On a des ados, en fait, qui ont fait ça. Et qui utilisent directement leur coude pour changer de piste, par exemple, qui est quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Et en fait, c'est marrant parce que bon, il y a cette, voilà, il y a vraiment cette utilisation du corps et nous, on ne voulait pas rajouter d'écran parce qu'on voulait vraiment être dans quelque chose de différent. Enfin, on voulait être dans un rapport, en fait, finalement, au numérique qui soit autre chose que ce qui existe maintenant et qui est très bien fait par tout ce qui est tactile. Mais ce n'était pas notre démarche. Notre démarche était vraiment d'être dans une proposition différente. Voilà. Et c'était une démarche qui a été faite par les laboratoires du CNRS dès le départ, d'ailleurs. Hein. Enfin, voilà, c'était vraiment dans l'ADN du projet, quoi. Yves, Marie-Pierre, vous vouliez prendre la parole? Oui, alors nous, on travaille surtout sur des véhicules, sur de la mobilité douce, notamment des vélos électriques, des Segway, etc. Donc, votre système est-il adaptable en modèle mobile, en modèle transportable? Tant qu'il n'est pas autonome, non. Il faudrait qu'il soit sur batterie. Actuellement, non. Justement, on Ouais. a des batteries. Ah, vous avez des batteries. Dans un vélo électrique, dans à un réfléchir. Segway, dans des batteries transportables. Quel est le volume C'est fait 43 cm sur 10 cm de haut à peu près. Voilà. C'est voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'on organise des événements de groupe, on fait pas mal de choses, mais dans le cadre justement du tourisme éco-responsable, dans le cadre de démarches de groupe en mobilité douce. Après, il faut quand même s'accouder dessus. Donc, il faut réfléchir à ça aussi. Voilà. Oui, en tout cas, pourquoi pas? On peut imaginer des choses, quoi. Pas demain, mais oui. On est ici dans une faut le réunion voir. de prospective, donc. Tout à fait, oui, oui. Là aussi, tout dépend. Il faut réfléchir à ce qu'on va mettre dedans, etc. Enfin, voilà, ça reste pertinent. Mais après, je pense aussi que vous avez déjà des batteries. Ce que je vois là comme intérêt, c'est, je suppose qu'on peut charger ou passer d'un contenu à l'autre. Oui. Et donc, comme on intervient un peu dans toute l'Alsace, sur des sites très, très différents, pourrait, utilisant ça, créer une expérience. Et une fois qu'on a l'expérience,
adapter les contenus. Pourquoi pas. D'avoir un contenu statique dans une place, avoir différents contenus sur quelque chose qui passe d'un endroit à un autre. Ne serait-ce que pour des démarches, dans un premier temps, des démarches VIP. Parce qu'on a des gens qui arrivent ici et qui sont prêts à payer le prix. Et une question intéressante, c'est obligé de poser les coudes. C'est-à-dire, le guidon du vélo n'est pas, avec les mains, on ne peut pas obtenir la même qualité de son. Oui, puisqu'il faut mettre les mains aux oreilles. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a l'anneau, ça marche parce que, en fait, et donc c'est là où c'est le laboratoire. Ils ont beaucoup réfléchi, en fait, à la fois à l'ergonomie, et du coup, ce qui marche, c'est qu'il y a juste un os, finalement. Et qu'ici, on a un os saillant. Donc, en fait, on va pouvoir choper directement, en fait, les vibrations avec un os saillant. Et ici, en fait, il y a juste une articulation qui fait que ça marche. Mais par exemple, si on écoute avec le bout des doigts, ça ne marchera pas du tout parce qu'il y a trop d'articulation et il y a trop de déperdition, en fait. Okay. Alors, petite précision, quand on est mobile, on s'arrête. Et quand on s'arrête, on peut poser les coudes. Oui. Donc, quand on fait une démarche mobile, en fait, on va quelque part, puis on s'arrête, puis on continue, etc. Surtout dans le cadre de visites de sites, dans le cadre de visites de villes, dans le cadre de visites de vignobles, dans le cadre de démarches comme l'Industrie Magnifique à Strasbourg, etc. C'est vraiment, on va d'un lieu à l'autre avec un véhicule de mobilité douce et on s'arrête à chaque fois. Tout à fait. Ça peut être aussi un cadre expérimental je reprends l'Industrie Magnifique par exemple, mais ça peut s'adapter à d'autres. On pourrait peut-être imaginer quelque chose d'expérimental pour tester la chose si quelque chose vous intéresse. Oui, nous on est tout à fait prêts à essayer des choses. Merci. Merci. Marie-Pierre, tu voulais poser une question? Moi, c'était effectivement, on est dans le développement de la filière famille avec le massif des Vosges et on est en pleine réflexion d'aménagement d'un sentier pour valoriser la rivière, donc la Mossig, et l'aménagement d'un abri au niveau de la cascade Menka, donc entre Romans-Villers et Wangenbourg. D'où l'intérêt effectivement justement de cette bulle, parce qu'on fait aussi des expériences en bain de forêt et je me dis justement ça serait top, mais aujourd'hui on est en pleine nature, donc c'est de savoir dans quel délai vous pensez mettre en place une autonomie au niveau de la batterie pour qu'on puisse justement développer ce genre d'expérience en pleine nature. C'était plutôt le délai, puisque là, aujourd'hui, on est en train de monter les dossiers. On est en train de travailler avec le commissariat de massif. Voilà, donc c'est des dossiers qu'il faut qu'on présente en tout début d'année. Si on peut aménager un abri avec justement ce type de découverte et d'expérience, puisque le but, c'est de mettre un abri et de valoriser le site dans lequel on est pour que les gens apprennent à regarder autour d'eux et de s'immerger dans la nature. Donc, ça serait bien, mais voilà, il faudrait qu'on ait un délai pour savoir si aujourd'hui, au niveau solaire, ou une batterie, ou je ne sais pas, ou derrière, on peut avoir une alerte, voilà, qu'il faut bientôt recharger. Ce serait pas mal. J'ai envie de vous répondre. Nous, on serait super intéressés pour justement expérimenter des choses comme ça. Donc, on peut aussi finalement, si vous êtes intéressé et que vous avez ce fort besoin d'autonomie, on peut aussi dire, du coup, on va justement faire l'autonomie et expérimenter, voir vos besoins et expérimenter pour que finalement ça marche. Un peu comme on a fait au vaisseau où justement là, comme on vous l'a dit, c'est un endroit très très bruyant et donc on est en train aussi de modifier les choses à la fois au niveau du contenu et à la fois au niveau du dispositif pour que ça réponde à toutes ces contraintes. Parfois un peu extrême, puisque c'est très, très bruyant. Mais une cascade aussi, c'est très bruyant. Voilà, donc on peut le voir comme ça aussi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
Nous, là, on voudrait stabiliser un peu voilà, tout ce qui est justement on va dire, le côté sonore, qualité sonore avant de se lancer dans l'autonomie parce que du coup, ça fait bouger les composants électroniques et du coup, ça remet complètement en question, enfin pas complètement, mais en fait, on n'a plus exactement les mêmes spécifications, la même consommation, enfin voilà, des choses comme ça qui fait que du coup, on veut y aller par étapes, mais on devrait finir ça, l'avoir fini là, début d'année 2022. Donc, du coup, on va commencer à se lancer dans l'autonomie à partir de ce moment-là. Donc, voilà, ça peut être le bon moment aussi pour nous, quoi. Voilà. D'accord. Parce qu'on est d'accord, ça résiste bien aussi au froid, à l'hiver, oui, à ces tout à fait. conditions-là. Ça tirera peut-être plus sur la batterie, par contre. Oui, c'est pour ça qu'après, il faut voir, et c'est là où nous, on se pose plein de questions, justement, parce que est-ce que du coup, oui, il faut, si votre sentier, par exemple, il n'est pas utilisé l'hiver, peut-être qu'il faut soit enlever la batterie, soit enlever juste le boîtier pendant toute la période hivernale. Voilà, c'est peut-être mieux, même s'il résiste à l'hiver, hein, mais voilà, pour ne pas utiliser la batterie pour rien. Et voir aussi après vos besoins. Parce que si c'est justement un endroit qui n'est pas très ensoleillé, comment ça peut fonctionner sur batterie. Enfin, voilà, pour nous, tout ça, c'est vraiment des contraintes intéressantes et voir justement comment on peut s'adapter à ça. Parce qu'après, chaque site a ses propres besoins, quoi, finalement. Okay. C'est un peu l'intérêt aussi de travailler avec des jeunes entrepreneurs. Déjà, vous pouvez avoir la primeur sur un type d'innovation et eux, ils sont en recherche et développement, donc vous allez pouvoir les aider à performer leur outil. Et en plus, vous êtes les premiers à vous approprier cet outil, ce qui est quand même plutôt valorisant. Je pense que c'est un échange peut-être à avoir ensemble, Marie-Pierre et Olivier et Fabien. Donc voilà, on est à la fin de cette heure. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce qu'il y a une dernière question ou un pan qu'on aurait oublié? Il reste encore une petite minute. Bon, de toute façon, vous recevrez le contact de Fabien, Olivier. Vous aurez les présentations et on vous encourage vivement à avoir un échange avec eux. Ne serait-ce que pour tourner autour de votre sujet et voir s'il y a du potentiel. Ça coûte un peu de temps, mais ça peut rapporter beaucoup. Donc voilà, je vous remercie à tous de vous être connectés ce matin. Avec Charline, on vous envoie le questionnaire. N'hésitez pas à y répondre et à proposer des sujets. Si vous voulez noter dans vos agendas, le 20 janvier prochain, on recevra une nouvelle start-up qui propose une solution pour accueillir convenablement les van-lifers, les camping-caristes, les gens qui conduisent des vannes et des véhicules aménagés. Donc, on est sur un autre sujet, mais voilà, c'est le 20 janvier prochain, l'année prochaine. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci Olivier, Fabien et Margot pour leur intervention et à vous tous pour votre présence et vos questions. Merci, je vous dis à bientôt. Merci à tous, à bientôt, au revoir. À bientôt. Merci. À bientôt, bonne journée. À bientôt, merci.